Bien. Je vais vous donner des éléments maintenant sur l'innovation collaborative. Donc, c'est ce qu'on appelle souvent l'innovation ouverte. Mais c'est plutôt, je trouve que l'innovation collaborative est plus précis du point de vue conceptuel, même si ça a été beaucoup vulgarisé sous le terme d'innovation ouverte. Alors, ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus d'innovation collaborative, même si parfois ça marche bien, parfois ça ne tient pas tout à fait ses promesses. Et on va voir que les grands groupes, par exemple, maintenant, ils font beaucoup... ils font venir des startups pour leur demander ce qu'ils font, pour essayer de voir s'ils ne pourraient pas collaborer. Parfois, ils trouvent ça un peu décevant, quoi. Parfois, ils n'arrivent pas à trouver des choses intéressantes à développer en collaboration, quoi. L'idée est séduisante. Parfois, ça marche et c'est extrêmement productif. Ce n'est pas une martingale non plus qui n'est pas... D'abord, il y a des risques. C'est pas magique, quoi. Donc, on va voir un petit peu l'importance que ça a au niveau avec quelques chiffres. Alors, déjà, pour définir l'innovation collaborative, on va exclure les cas où on achète simplement une prestation ou un produit, un service à une autre entreprise. Il faut vraiment, pour considérer que c'est de l'innovation collaborative, qu'il y ait une partie du travail qui se fasse en commun, qu'il y ait réellement une coopération dans le travail. Et donc, on collabore soit avec un partenaire public, soit avec un partenaire privé pendant au moins certaines phases du travail d'élaboration d'une innovation. Alors, on voit que 53% des entreprises françaises innovent d'après les définitions de l'INSEE qui sont assez larges, qui comprennent l'innovation organisationnelle, etc. Il y a une enquête de l'OCDE qui date de 2008 qui montrait que 43% des grandes entreprises françaises pratiquent l'innovation collaborative. On voit que par contre les PME, les petites entreprises, c'est moins fréquent. C'est plutôt c'est plus fréquent chez les grands groupes. Et puis donc une enquête d'un organisme de conseil qui dit que 37% des entreprises consacrent plus de 25% de leurs dépenses R&D à des projets menés en collaboration. Donc on voit qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont quand même une grosse activité menée en collaboration. Ça peut être stratégique. Alors ça dépend des secteurs. Les secteurs de l'automobile, par exemple, les secteurs l'automobile qui est plutôt un secteur d'assemblage, en fait, où le verre d'une automobile est fait par d'autres grands groupes comme Saint-Gobain. Les éléments mécaniques, l'embrayage, etc., sont faits par d'autres grands groupes comme Faurecia ou d'autres. Donc, quand ils développent une nouvelle automobile, eh bien, ils vont développer le verre avec Saint-Gobain, qui aura besoin, pour son verre, de savoir les vibrations du véhicule, comment ça va être en cohérence avec le reste de la carrosserie, la partie qui sera en verre. Enfin, il y a plein de choses qu'ils sont obligés de faire en collaborant étroitement avec leurs fournisseurs. Dans la pharmacie, c'est pareil, il peut y avoir des collaborations très étroites avec soit avec des entreprises qui vont organiser des études cliniques, soit avec des startups de biotech, entre un grand groupe et une startup de biotech, pour commencer à travailler sur une molécule qui pourrait être intéressante à terme pour faire un médicament. Il va y avoir des collaborations là qui vont être importantes. Donc ça va un peu dépendre des secteurs, ce développement de l'innovation collaborative, mais c'est de plus en plus important. Ça se développe de plus en plus. Alors ils collaborent avec qui? Alors le plus standard, c'est de collaborer avec ses fournisseurs. En agroalimentaire, avec le fournisseur d'ingrédients ou le fournisseur d'arômes. En automobile, avec le fournisseur de verre ou d'équipements mécaniques. Parfois avec l'entreprise cliente. Là, on a vu, il y a des secteurs où on travaille énormément. Les équipementiers vont travailler avec les entreprises qui vont acheter leurs machines et leurs lignes de production. Les fabricants d'ingrédients ou de composants vont aussi travailler avec les entreprises qui sont clientes, qui vont acheter ces ingrédients ou ces composants. Et puis, il y a aussi tout ce qui est l'innovation avec des organismes publics. Il faut savoir qu'il y a de plus en plus d'incitations des laboratoires publics à travailler avec les entreprises privées. Il y a des financements, des programmes de recherche qui ne seront financés que s'il y a un partenaire privé. Il y a aussi tout le système des instituts Carnot qui a été créé en 2006, qui sont des organismes, des instituts de recherche publics,
et qui ont été créés spécialement pour faire de la recherche destinée aux entreprises privées, et donc qui doivent être travailler en partenariat avec les entreprises privées, c'est leur mission. Ouais. Alors par contre, donc vous connaissez aussi les pôles de compétitivité qui ont été créés de façon sectorielle et même intrasectorielle sur différents thèmes pour réunir des laboratoires publics, des entreprises privées, des grandes, des petites, des start-up, même si c'est toujours plus difficile de faire venir des entreprises moyennes ou petites dans ces collaborations avec le public. Notamment les pôles de compétitivité, parce que il y a moins de ressources humaines dans ces entreprises, et donc ça demande à les collaborer. Ça demande du temps, ça demande que des gens soient délégués travaillent avec le. Donc c'est très chronophage. Donc ces entreprises ont beaucoup plus de mal. En plus, il faut faire des dossiers, etc. Donc ils n'ont pas forcément la main d'œuvre pour faire tout ça. Vous voyez que c'est beaucoup plus rare avec les concurrents. Forcément, les concurrents, on se méfie. On ne doit pas leur donner nos compétences critiques, leur fournir des informations sur la stratégie, etc. Ça existe, par exemple, ça existe dans tout ce qui est les secteurs qui travaillent en réseau, qui reposent sur le réseau, tous ces secteurs des technologies de l'information et de la communication, dans les télécommunications, par exemple. On est obligé de faire ou dans tout ce qui est électronique, les ordinateurs, etc., on est obligé de faire des choses qui soient compatibles. Donc, comme ils doivent tous faire des produits qui soient compatibles entre eux, ils sont obligés de coopérer pour créer des produits compatibles. Donc, ils vont coopérer pour construire des normes. Donc, il y aura des négociations. Ils se vont essayer. Il y aura des bagarres aussi, mais il y aura des rapports de force. Mais il y aura aussi des négociations pour construire des normes pour qu'ils arrivent à s'entendre sur une norme et faire des produits qui créent de la compatibilité entre tous les systèmes. Donc là, ils sont un peu obligés de coopérer, même avec les concurrents. En agroalimentaire, ça s'est fait aussi. Il y a eu tout un travail coopératif, mais c'était sur la gestion des risques, en fait. Donc, plusieurs entreprises, des grands groupes et des entreprises moyennes ou petites ont travaillé ensemble pour établir des bonnes pratiques de sécurité sanitaire des aliments. Donc là, pour établir ces bonnes pratiques, ils ont pu travailler ensemble parce qu'en fait, il y avait un intérêt commun à savoir gérer les risques sur la qualité sanitaire des aliments. Donc là, ils ont réussi à travailler en commun, bien qu'étant concurrents. Alors, pourquoi ils collaborent, ces entreprises? Pourquoi elles collaborent ensemble? En fait, c'est souvent pour compléter l'activité de R&D interne. C'est-à-dire que c'est souvent, en fait, ça va être plus dur de collaborer sur des technologies qui sont le cœur du métier, sur des compétences qui sont le cœur du métier, parce que là, il y a plus de risques de fuite de connaissances stratégiques ou de compétences stratégiques. Mais pour accéder à des compétences complémentaires qu'on n'a pas, c'est intéressant. Pour faciliter le développement de nouveaux produits ou de nouveaux marchés, un partenaire peut connaître par exemple un marché étranger, et donc les critères d'achat sur un marché étranger, les modes de distribution, etc. Donc ça peut faciliter le développement de nouveaux produits, de s'associer avec lui sur un marché sur lequel on n'est pas de toute façon. Donc pour adapter le produit à un marché mal connu, pour accélérer l'innovation, intégrer un composant. Quand Renault fait une nouvelle voiture, elle va travailler avec Saint-Gobain pour les vitrages de cette voiture qui pourront être des vitrages qui intègrent une innovation, par exemple, éviter que quand il fait très soleil, qu'il y ait beaucoup d'énergie qui passe à l'intérieur des chaleurs qui rentrent dans la voiture, enfin ce genre de choses. Ou pour travailler sur un élément mécanique, elle va travailler avec le fournisseur des éléments mécaniques de la voiture. Donc, et là, ça lui permet effectivement d'arriver, ne serait-ce même d'arriver au marché, vite ou pas. Bon, parfois, un composant, aller collaborer pour fabriquer un composant, ça va permettre de développer plus vite et donc d'aller sur le marché plus vite que les concurrents et donc de prendre le marché avant les concurrents parce qu'on aura un partenaire qui nous aura fourni des éléments stratégiques pour le produit. Commercialiser de nouveaux produits, le produit complémentaire. Par exemple, quand on achète parfois, pour une entreprise, ça peut ne pas être possible d'accéder au marché si vous vendez des systèmes d'exploitation, il faut être
en complément avec les gens qui fabriquent du hardware. Et pour les gens qui fabriquent du hardware, il faut que leurs produits intègrent les systèmes d'exploitation, soit la suite Office, soit le système Mac, mais sinon, le produit ne se vendra pas, quoi. Donc, il y a une obligation de travailler en collaboration, là, quand il y a une complémentarité des produits qui est très forte. Il faut savoir qu'on ne peut pas collaborer en R&D si soi-même on n'a pas une R&D très importante. Donc une entreprise ne peut pas faire de la recherche en collaboration si elle n'a pas en interne des compétences importantes à ce qu'on appelle la capacité d'absorption d'une entreprise. Si elle n'a pas chez elle des gens très qualifiés qui font déjà de la R&D à un niveau adéquat. De même, une biotech qui développe une molécule intéressante, elle ne pourra pas généralement l'amener au marché toute seule. Il faudra qu'elle collabore avec un grand groupe, généralement pour faire les essais cliniques. Parfois, les premiers petits essais, si elle arrive à avoir beaucoup de financement en étant en bourse, etc., elle pourra les faire toute seule. Mais les essais en phase 3 qui sont avec des milliers de personnes, là, c'est beaucoup trop cher. Et donc là, il faudra absolument une collaboration avec un grand groupe pour arriver à les faire. Et puis ensuite, même pour les mettre en marché, pour les fabriquer à l'échelle industrielle, seul un grand groupe pharmaceutique sait faire des médicaments à l'échelle industrielle. Et ensuite, il a des marques qui fait que le produit va se vendre plus facilement. Parce qu'il y a des marques qui ont une forte notoriété. Donc là aussi, c'est celui... Et c'est plutôt la tête de réseau. On dit celui qui a la marque, qui fait le lien avec le client. Donc c'est le client qui amène la valeur. Et donc celui qui a la marque, qui détient la marque à forte notoriété, c'est lui qui va réussir à avoir le plus forte part de la valeur dans le système, parce que c'est lui qui fidélise le client. Donc voilà, il y a aussi des stratégies qui consistent à, effectivement, une entreprise, elle a des brevets dans son cœur de métier, là qu'elle va utiliser en interne, et puis elle ne va pas collaborer, mais elle peut, si elle a des brevets qui sont hors son cœur de métier, là elle peut les exploiter avec un partenaire qui est plus spécialisé dans ce cœur de métier autre, extérieur à elle, pour exploiter ces brevets qu'autrement elle n'exploiterait pas. Donc c'est une manière aussi d'exploiter les compétences qui sont hors cœur de métier de l'entreprise. Alors l'intérêt aussi, c'est que les dépenses R&D de ce fait-là sont réparties par rapport au cas où on essaierait de faire tout seul. Et puis les risques d'échec aussi, on partage les risques puisque le budget sera quand même partagé. Oui. Est-ce qu'on peut appeler l'économie collaborative si c'est par exemple une entreprise qui fait de la pub pour une autre et l'autre fait de la pub pour l'autre entreprise? Non, ça c'est plutôt du co-branding, on appelle ça. Du co-branding, quand on met deux marques sur un produit, mais ça c'est purement marketing, on peut pas dire... Alors il faut qu'il y ait de la collaboration du point de vue de la gestion des marques, que ce soit bien... Il ne faut pas abîmer son image de marque par la collaboration avec notre marque, il faut que la marque ait bien tous les attributs qu'on souhaite lui donner en termes de logo, de couleur, de valeur, etc. Mais ce n'est pas de la collaboration, non. On considère généralement l'innovation collaborative, c'est qu'il y a des éléments technologiques quand même dedans. C'est plus, il y a des savoir-faire un peu plus durs que les purs savoir-faire marketing. Alors, donc, pour décider qu'on fait une innovation collaborative, il faut se poser des questions qui sont de l'ordre de la stratégie. Ça dépend de la stratégie de l'entreprise. Et il faut être attentif au fait de ne pas diffuser ses connaissances critiques, ses compétences critiques à l'extérieur, parce que sinon, effectivement, en collaborant avec d'autres, on peut finir par rompre des choses, rompre le secret sur ses savoir-faire, et finalement, ils peuvent être de ce fait diffusés. Tout le monde parle avec tout le monde. Les cadres ont des conjoints. Et donc, il faut quand même faire attention. Donc l'entreprise, elle doit se demander quelles sont mes compétences. Cette compétence-là, est-ce que je peux la développer en interne? Est-ce que les efforts à fournir seront rentabilisés? Donc est-ce que je peux la développer tout seul? Est-ce que c'est dans mon cœur de métier? Est-ce que c'est périphérique? Et c'est plutôt sur tout ce qui est un petit peu périphérique au cœur de métier que là, elles vont plus facilement développer des collaborations. Donc est-ce que je peux partager sans danger de diffusion mes compétences? Et est-ce qu'il y a des partenaires potentiels? Est-ce qu'il existe des partenaires possibles sur ce... Est-ce que je peux trouver des partenaires pour travailler avec moi sur tel ou tel secteur, sur tel ou tel thème?
Donc effectivement, il faut espérer qu'on puisse espérer rentabiliser ce travail collaboratif. Donc est-ce qu'on va avoir un marché? Est-ce que ce sera vendable à un prix qui soit rentable? Est-ce que je pourrais me faire une marge dessus? Alors parfois, la collaboration peut ouvrir carrément une nouvelle offre, une nouvelle activité, toucher de nouveaux clients, peut-être des marchés étrangers, qu'autrement, qu'on n'aurait pas pu toucher. Ça peut aussi être extrêmement intéressant. Et donc, il peut y avoir dans des entreprises, il y a généralement une direction de l'innovation qui peut porter différents noms, mais direction de l'innovation dans l'entreprise. Il y a certaines entreprises où il y a une direction aussi de l'innovation collaborative. Mais il va falloir que les fonctions de juristes, les fonctions de la propriété industrielle s'impliquent beaucoup pour faire attention, pour protéger ce qui est critique en termes de connaissances et de compétences pour l'entreprise. Et donc, c'est important que les fonctions protection industrielle soient proches de la direction générale, proches de la stratégie de l'entreprise pour qu'elle tienne compte de ça. Alors évidemment, il faut des liens aussi entre la propriété industrielle et la R&D. Il faut que les liens soient forts pour qu'ils voient bien ce que fait la R&D, que la R&D prenne bien en compte tous les enjeux du type propriété industrielle. Alors, il y a des plateformes. Il se développe maintenant des plateformes. Avec Internet, on peut faire des choses. On peut mettre en relation les gens, des plateformes d'intermédiation qui favorisent l'innovation collaborative. Il y a des plateformes où les entreprises qui ont un problème vont pouvoir rechercher des experts pour résoudre ce problème. Et pourront les contacter via la plateforme, des experts susceptibles de trouver une solution. Alors le problème, c'est quand vous diffusez la nature de votre problème, vous dites quand même beaucoup de choses sur vous-même, votre stratégie, vos technologies. Donc il y a des sociétés intermédiaires qui se sont positionnées là et qui elles-mêmes présélectionnent les experts, vont sélectionner un certain nombre d'experts, essayer de trouver les bons, et en fait vont protéger l'anonymat d'entreprise. Et peut-être qu'il n'y aura que l'expert qui aura trouvé une solution intéressante, qui aura proposé une solution intéressante, qui saura qu'il travaille avec telle ou telle entreprise après avoir signé un contrat de confidentialité. Et donc ça permet aux entreprises de trouver des experts. Et là, ça peut être large. Enfin, on peut interroger des gens, on peut trouver des experts à l'international, on peut trouver des experts dans des secteurs où on ne les cherche pas d'habitude, donc où on n'a pas de réseau, où on ne sait pas. On peut aller donc dans des pays, chercher des expertises dans des pays où on n'irait pas les chercher sinon sans cette plateforme. Alors, il y a des outils d'analyse sémantique, des outils de recherche qui permettent de trouver, on peut connaître les brevets qui ont été déposés par tel ou tel expert, donc ça permet d'identifier les compétences. Alors, ce qui peut se passer aussi, c'est que des entreprises, par exemple, on peut pousser une partie de la R&D de son entreprise à répondre aussi, ce qui peut être une manière de rentabiliser sa R&D en faisant rentrer d'autres revenus. Elle peut être aussi, les entreprises peuvent se brancher sur la plateforme et elles-mêmes être experts qui proposent des solutions à d'autres entreprises. Alors ça, c'est les plateformes d'intermédiation sur des problèmes technologiques qui sont centrés sur les entreprises. Les entreprises peuvent aussi utiliser des plateformes de crowdsourcing où elles peuvent animer des communautés d'utilisateurs, des communautés d'usagers de leurs produits, des communautés d'amateurs de leurs marques, de gens pour, par exemple, leur demander des idées, essayer d'en tirer des idées d'innovation, ne serait-ce qu'en regardant se débattre ensemble les internautes, ça peut leur donner des idées. Surtout s'ils débattent sur les produits, sur la manière dont ils les utilisent, etc. Il y a plein d'informations clients à obtenir sur Internet, simplement en regardant les internautes échanger sur les sites des marques ou sur les sites des produits. Mais on peut aussi faire des challenges, des concours, pour faire travailler vraiment les gens sur telle ou telle utilisation de produits, telle ou telle amélioration de produits qui leur plairait. On peut faire des concours d'idées en rétribuant par des petits cadeaux les internautes. Et donc, on peut les faire travailler sur des déclinaisons de produits, sur des univers de marques, etc. Alors, comment tout ça peut se contractualiser? Comment on peut signer des contrats pour border cette innovation collaborative? C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, on a des contrats de partenariat. Donc, quand on collabore avec un acteur, il faut lui faire signer un contrat de partenariat, définir ce qu'on fait. Et les consortiums, c'est dans les projets compliqués, où il y a plusieurs sous-systèmes, et où on va y avoir plusieurs types de contrats
par sous-système. Donc en fait, ça, c'est une combinaison de contrats de partenariat quand il y a plein d'acteurs et plein de sous-systèmes qui sont articulés entre eux, plusieurs projets articulés entre eux. Donc, mettre en place une collaboration pour innover, on doit apporter une attention forte sur tous les aspects confidentialité et propriété industrielle. Et en fait, avant de commencer à collaborer, il va falloir réfléchir dans chaque domaine, quel bénéfice on a à collaborer, quel risque on a dans chaque fois. Alors, ce qui est important, c'est de regarder, ce qui peut vous aider, c'est de faire une veille technologique sur tout ce qu'on connaît de la technologie des partenaires par la presse professionnelle, et aussi, évidemment, sur les bases de brevets. D'abord, ça permet de repérer les partenaires qui sont compétents dans ces domaines qui sont complémentaires aux nôtres, de repérer les concurrents, de voir quels brevets ils ont déposés, quelle est leur stratégie, sur quelles technologies ils vont, etc. Et de voir s'ils ont déposé beaucoup de brevets, s'ils sont très compétents ou pas. De faire un état de l'art sur le thème envisagé. Alors c'est important de voir, est-ce qu'il n'y a pas des voies qui sont bouchées? Par exemple, on envisage de coopérer sur tel ou tel thème, mais peut-être qu'il y a plein de brevets qui sont déjà déposés et qu'en fait, non, c'est plus possible, quoi. C'est déjà approprié. Toutes les voies sur ce thème ont déjà été étudiées et il y a des tas de grands groupes d'entreprises qui ont déposé des brevets. Donc, à part leur acheter les licences, il n'y a plus grand-chose à travailler en collaboration. Donc, il faut tenir compte de faire toutes ces études-là avant de commencer. Ensuite, chaque partenaire doit faire l'effort, avant de commencer une collaboration, de définir, moi, qu'est-ce que je sais, au point où on en est là au début, avant d'avoir collaboré. Il faut bien définir ce qu'on appelle le background. Et souvent, les gens négligent, les acteurs négligent de faire ça parce que ça demande de raisonner et de recenser tout ce qu'on a expérimenté, en fait, tout ce qu'on sait. Alors, évidemment, il y a les brevets, ça c'est plus facile, ce qui est breveté. Et puis, il y a aussi tout le savoir-faire qu'on a, et qu'en fait, on est assez légitime quand même dans la collaboration à faire reconnaître qu'on a apporté tel savoir-faire, même s'il n'est pas breveté, mais qui va permettre de faire peut-être le procédé qu'on souhaite. Donc, il faut penser avant, il faut plutôt essayer de breveter tout ce qu'on peut, quand même, avant de collaborer. C'est beaucoup plus facile de collaborer avec des choses, parce on peut communiquer, une fois qu'on a breveté, on est tranquille, donc c'est beaucoup plus facile. Donc, breveter ce qu'on peut. Pour le reste, avoir des cahiers de laboratoire bien tenus et avoir bien fait constater par huissier où est-ce qu'on en était. Et puis, éventuellement, des dépôts d'enveloppes solo qui peuvent aider au moins à faire des preuves de date sur la technologie qu'on a. On peut aussi déposer des designs, évidemment déposer des marques. Donc, bien définir qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qui est ma propriété du point de vue du savoir, de la connaissance, des savoir-faire. Et ensuite, définir le cadre de la collaboration. Alors ça va souvent être une négociation avec les partenaires, de définir où est-ce qu'on va, qui fait quoi, dans quelle direction on va, et faire signer avant, même au moment où on commence à discuter simplement, faire signer avant un accord de confidentialité, dès le début de la négociation, parce que, effectivement, peut-être la négociation échouera, peut-être que les partenaires vont partir, et dans ce cas-là, vous ne ferez rien avec eux, mais eux, vous leur avez délivré plein de choses sur votre stratégie, sur votre connaissance, les savoir-faire, etc. Donc, il faut absolument faire signer très tôt des accords de confidentialité, très tôt dans les contacts, et dans ces accords, les partenaires s'engageront à n'utiliser tout ce que vous savez que dans le cadre du projet, et vous prévoirez des rémunérations dans le cadre du projet en fonction du background que vous avez défini au départ. Donc toutes les rémunérations diverses, les compensations monétaires vont être définies en fonction du background que vous avez défini au départ. Donc c'est très important de le définir. Ça demande un effort, c'est pas évident, quoi. Oui. Du coup, si une entreprise n'a pas breveté tout son savoir et toutes ses connaissances, elle a toujours l'accord de confidentialité pour la... Oui, mais il vaut mieux aussi avoir des cahiers de laboratoire bien tenus et que des huissiers aient visé, quoi, pour être sûr pour dissuader déjà, et puis éventuellement aller en justice si ça se passe mal, parce qu'il peut toujours y avoir des litiges quand même. Alors, au départ, au début, on peut faire signer un accord de principe. Alors déjà, pour s'entendre sur un accord de principe, l'intérêt de l'accord de principe, c'est que rien que pour l'écrire, ça
ça veut dire que vous allez commencer à entrer en contact et à négocier avec vos partenaires pour décider, là vous allez commencer à négocier pour décider qu'est-ce qu'on fait, on va vers où, qui fait quoi. Donc on va définir le projet et on va essayer de converger, faire un projet commun. Donc déjà dans l'accord de principe, ça va vous permettre de discuter pour converger sur une définition de ce que vous voulez faire et sur l'implication de chacun. Donc chaque partenaire déclare son intention de collaborer sur tel ou tel thème défini. Donc là, vous pourrez aussi commencer à vous partager les thèmes. Qui va apporter telle ou telle ressource, qui va faire quoi. Alors c'est très important, si vous voulez que ça se passe bien, c'est d'anticiper les litiges, donc de bien comprendre les objectifs et les stratégies des autres acteurs. Essayez de voir s'il n'y a pas des stratégies un petit peu... si tout est clair, quoi, s'ils ont vraiment un intérêt à coopérer. Il faut qu'ils aient vraiment un intérêt à coopérer, sinon ils risquent d'avoir une attitude de passager clandestin. Donc, essayez de bien comprendre les objectifs, les contraintes, les intérêts des autres partenaires pour anticiper les conflits, les litiges et négocier fermement sur tout ce qui peut être... Ne pas laisser des choses dans le flou. Pas laisser des choses dans le flou parce que quand on laisse dans le flou, ben, ça ouvre à des compréhensions différentes et donc ça ouvre à des litiges à l'avenir. Et donc, bien vérifier à ce stade-là que la collaboration sera possible. Alors, un accord de principe, ça peut être contraignant ou pas, ça dépend de la manière dont on le rédige. Mais il faut bien vérifier que ce sera possible et sinon arrêter si on voit qu'en fait, il n'y a pas assez il faut qu'il y ait des intérêts communs assez forts pour que ce soit intéressant. Ensuite, vous allez préparer les contrats de collaboration. Donc, généralement, ça va prendre plusieurs mois. Ça peut être long pour écrire les contrats parce qu'il va y avoir plein de négociations. Alors, grand projet multipartenaire, donc ça peut être décomposé en plusieurs sous-systèmes et chacun fera l'objet d'un projet, d'un contrat. Et il y aura un partenaire particulier qui sera leader et un contrat par sous-système. Et l'ensemble fera l'accord de consortium. Alors, quel va être le contenu de ces contrats ? Donc, on va définir l'objectif, la durée du partenariat. Comment on va gérer tout ça ? C'est-à-dire comment on va prendre les décisions. Il faut décider qui va prendre, quelles instances vont décider quoi, quelles réunions, qui va décider du planning des réunions, comment on va prendre les décisions, on vote ou tel. On peut se partager les domaines de décision et les domaines sur lesquels on va travailler. Mais c'est très important de réfléchir tout ça et d'être d'accord. Donc, comment vont se décider le grand chef du projet et puis les chefs des projets secondaires, qui va y avoir dans le comité de pilotage, comment se prennent les décisions, la fréquence des réunions. Définir l'apport de chaque partenaire. Donc, il apporte des moyens humains, il s'engage à apporter tel moyen humain, telle compétence, des moyens financiers éventuellement, des équipements, des matériels, il s'engage à apporter ses marques, à apporter ses brevets. Et donc, on va répartir les responsabilités, faire un calendrier, et on va définir le background de chaque partenaire. Et on va définir les conditions d'exploitation du background. Par exemple, celui qui a tel brevet va céder sa licence aux autres partenaires pour qu'on puisse travailler ensemble. Alors, c'est important de définir la propriété des produits qui vont être élaborés, définir la propriété industrielle des résultats, des connaissances développées, ce qu'on appelle le foreground, ce qui va venir dans l'avenir. Qui sera propriétaire de quoi? Comment va être exploitée cette propriété? Alors, certaines choses vont concerner que 2 partenaires, par exemple, ou 3. Il peut y avoir des contrats séparés, plusieurs contrats séparés. Et bon, si on ne connaît pas encore les marchés futurs des innovations, parfois on ne voit pas encore à quel prix si ça va être utile à quelqu'un, à quel prix on pourra le vendre, quel marché, etc. Donc il y a des choses qu'on ne pourra pas mettre dans le premier contrat dans le contrat, on dira que ce sera décidé d'ici quelques années ou d'ici quelques mois, quand on aura identifié exactement qu'est-ce qu'on produit, pour qui et à quel prix on peut le vendre, quoi. Donc il y a des choses qui seront renvoyées à des contrats futurs. Alors parfois, dans un contrat, on va demander des financements, des subventions.
Et il faut penser aussi que parfois, au cours d'un projet, bon, on va peut-être s'apercevoir qu'il y a peut-être des partenaires qui vont s'en aller, peut-être qu'on devra faire appel à des nouveaux partenaires. Donc ça, il faut l'intégrer dès le début dans le contrat, comment on décide d'ouvrir à un autre partenaire ou pas. Parce qu'un projet, ça évolue au cours du temps. Alors, un acteur peut être propriétaire des résultats dans un domaine où il a particulièrement un background particulièrement important, et puis par contre, un autre sera propriétaire d'autres types de résultats dans son domaine à lui, où il est plus compétent. Alors, en fait, ils vont négocier à ce niveau-là, et ils peuvent négocier, bon, alors là c'est un peu tôt, mais dans certains cas, ils vont pouvoir négocier, il y en a un qui cède les résultats sur tel domaine, mais en fait, il a quand même un background un peu dessus, mais dans ce cas-là, il va le céder, mais moyennant finance, quoi, hein. Il va y avoir des compensations financières, si on abandonne ses droits sur une type de voie technologique, il y aura des compensations financières à prévoir. Alors, oui, alors c'est très important de prévoir la propriété des résultats de la collaboration, parce que si ce n'est pas prévu, ce sera considéré comme la copropriété de tous les acteurs du contrat, même s'il y en a un qui, en fait, n'a rien fait dans ce domaine-là, etc. Donc, c'est très important de prévoir dès le début, sinon, en des contestations face à un juge, il considérera que tous sont copropriétaires de ce qui a été fait. Bon, un brevet, donc, il peut être détenu en copropriété, hein, donc on peut... Ça peut se négocier, on peut arriver, parce que dans le courant du contrat, on peut être amené à développer des technologies et donc à les breveter, et on peut les breveter en copropriété égalitaire ou non. Alors, il faut savoir qu'être propriétaire d'un brevet, c'est bien, mais ça a aussi des coûts, quoi. Ce n'est pas que des avantages. Si vous êtes propriétaire du brevet, les frais de dépôt, les frais d'entretien, si vous déposez dans plein de pays, sur les gros marchés, ça peut devenir lourd. Les frais d'extension à l'international, et puis tout ce qui est défense face à la contrefaçon, aller en justice, etc. Bon, c'est celui qui est propriétaire du brevet ou qui est copropriétaire qui devra assumer toutes ces dépenses-là. Donc, la copropriété, ça a des avantages. L'inconvénient, c'est que, par exemple, si vous pensez vendre, vous avez développé une technologie au cours du contrat, vous pensez la vendre à un client, un grand groupe en face, un brevet qui a plein de copropriétaires, il ne va pas avoir envie de l'acheter parce qu'il va falloir qu'il négocie avec tous, un à un, ça va être compliqué, hein. Donc il va préférer en général, si un acheteur, en général, il préfère être face à un seul vendeur. Pour négocier, c'est quand même plus pratique que face à plusieurs acteurs qui n'ont peut-être pas la même vision de la valeur du brevet, etc. Pas les mêmes intérêts. Donc, et puis à chaque fois que vous ferez un nouvel accord de licence, c'est-à-dire que vous allez louer un peu votre brevet sur tel ou tel domaine, tel secteur géographique à d'autres acteurs, il faudra avoir l'accord de tous ceux qui sont copropriétaires. Donc ça a des avantages, partage de tous ces frais-là, ça a aussi des inconvénients, et parfois, à la fin du projet, finalement, le brevet a été développé en copropriété, en collaboration, puis finalement, on va le vendre à un des acteurs du projet collaboratif pour qu'il puisse le vendre à un acteur externe qui va l'acheter. Donc là, il va y avoir négociation sur à combien il se vend, hein, forcément. Il va falloir que ceux qui ne sont pas dans le deal final, ils ne se sentent pas grugés quand même. Hein. Il va falloir trouver des compromis pour qu'on les rémunère quand même, bien qu'ils abandonnent leur propriété, mais que ça ne leur enlève pas toute la valeur de leur travail. Donc, on peut décider de céder le brevet ou la licence à un seul des partenaires pour qu'il négocie avec un acheteur extérieur final. Voilà, donc on peut céder à un seul acteur. Il peut y avoir un seul acteur qui va fabriquer, qui va utiliser la technologie qu'on a développée en collaboration pour faire un produit, le sien. Hein, donc, dans ce cas-là, il va payer pour avoir la licence. Il va le commercialiser. Voilà, donc ça, je vous l'ai dit qu'une licence, ça peut être soit pour une zone géographique donnée, soit pour toutes les zones, soit pour une exclusivité qu'on donne à un acteur, soit on peut donner des licences à plusieurs acteurs, dans des domaines différents, par exemple. Et un partenaire fournisseur peut céder à son partenaire client la licence exclusive de son procédé, de son ingrédient ou de ses composants, pour une durée définie. Pour 3, 4, 5 ans.
Et puis, au bout de ces 3, 4, 5 ans, le fournisseur reprend la propriété et puis là, il peut licencier à tout le monde l'ingrédient ou l'arôme ou le composant ou l'équipement en question. Alors, ce qui est le plus important dans ces accords, c'est les modalités d'exploitation des brevets qui sont déposés au cours du travail de collaboration. Et ça, c'est ça qui est le plus difficile à négocier, forcément. Et donc, les contrats d'exploitation doivent, dès qu'on le peut, préciser les modalités de cession de licence, le calcul sur quelle assiette vont se calculer les royalties. Et alors, dès qu'on le peut, c'est-à-dire que ça peut ne pas être dans le premier contrat parce qu'on ne sait pas encore très bien à qui on va le vendre, à quel prix. Au début, si on développe une techno, on ne sait pas très bien où on va. Donc, on rédigera d'autres contrats quand on saura comment on valorise l'innovation. Et les redevances qu'on va verser à chaque partenaire, ce sera il faut que ce soit fonction de ses apports en moyens humains, en savoir-faire, en brevets, en moyens financiers ou en équipement. Et là, donc ceux qui peuvent pas ceux qui vont pas vendre le produit final ou qui vont pas vendre le brevet final, il faut qu'ils soient qu'on leur compense en termes sonnants et trébuchants. Et c'est là où il faut négocier pour arriver à trouver un consensus. Alors, certains accords de collaboration, comme ceux entre un grand groupe pharmaceutique et une biotech, peuvent aboutir au rachat on collabore, et puis à la fin, si tout le monde est d'accord, le grand groupe peut racheter la biotech. Le fondateur de la biotech, parfois, il ne sera pas d'accord, il peut ne pas avoir envie, ça dépend, peut-être qu'on peut arriver à le mettre en minorité et le faire quand même. Parfois, il sera d'accord parce qu'il va revendre ses parts au grand groupe et qu'il va faire une plus-value énorme. Donc, alors, il restera ou non sera absorbé comme personnel du grand groupe ou pas, ça dépend de ce qu'il souhaite, ça dépend des négociations, ça dépend comment il le sent. Oui. À chaque fois qu'il y a un projet de collaboration comme ça, il y a un comité qui est fait qui fait le lien entre les différentes boîtes. Oui, tout à fait. Répartir les redevances, par exemple. Tout à fait. Il faut créer des structures adéquates, des comités, etc. Et plusieurs pour prendre les décisions, pour gérer les problèmes, pour communiquer aussi entre eux. Alors, au cours du projet, ça va être très important de conserver les preuves de son travail, de ses résultats. Chaque acteur doit faire attention de conserver des preuves, en particularité de la gestion d'un projet mené en collaboration. Il faut bien tenir les cahiers de laboratoire, il faut les faire viser par huissier, éventuellement déposer des brevets si on peut, ou au minimum des enveloppes sous l'eau. Bien gérer la propriété industrielle et ses résultats, c'est essentiel, sinon on risque de se faire voler le produit de son travail. Alors, la propriété industrielle, c'est utile, mais ça a un coût. C'est vrai que les petites entreprises doivent réfléchir en fonction de la rentabilité potentielle. C'est peut-être pas la peine de s'acharner à déposer le brevet seulement pour la petite entreprise si ce brevet ne va pas être très rentable. Il faut réfléchir. Un brevet, il faut aussi l'entretenir, donc il faut voir si c'est intéressant ou si la PME, peut-être, elle peut négocier une compensation et puis laisser quelqu'un d'autre entretenir le brevet. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Oui, alors dans un projet, on peut aussi générer des connaissances et des savoir-faire qui en fait sont périphériques au projet. On appelle ça le side ground, qui sont annexes au projet principal. Et ça aussi, ça peut parfois, parce qu'on n'y a pas pensé au départ qu'il y aurait ces connaissances annexes qui seraient générées, donc on n'a pas négocié au départ à qui elles appartiendraient, donc ça peut aboutir à des litiges. Donc il faut y penser quand on commence à voir qu'on va développer, en fait, qu'on développe des connaissances, des compétences sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé au départ parce qu'elles sont périphériques au projet. Il faut déjà négocier à qui elles vont appartenir, qui va pouvoir les exploiter, parce que il faut essayer d'anticiper au maximum les conflits d'intérêts qui peuvent se passer et négocier à chaque fois, essayer de trouver un consensus, parce que sinon la collaboration peut éclater aussi sur un très gros conflit. Donc, il faut anticiper les différences. La gestion d'un projet collaboratif, c'est compliqué. Il faut
faut bien voir les intérêts, les contraintes des autres partenaires, leur stratégie, essayer de comprendre leur stratégie, qui ne sont pas nécessairement complètement transparentes, et puis anticiper les divergences d'intérêts, négocier très vite dès qu'on voit qu'il va y avoir une divergence d'intérêts, plutôt que d'attendre que et que finalement ça va se terminer en conflit ouvert. Anticiper les blocages. Alors évidemment, on va mettre en place des indicateurs, des tableaux de bord opérationnels pour suivre le projet. Alors, il faut voir que celui qui va, par exemple, on travaille en collaboration sur des tas de process, de procédés, et puis il y en a un qui va, in fine, pouvoir fabriquer le produit et le vendre. Celui-là, il a l'air d'avoir un avantage, en fait, parce qu'il va vendre le produit, donc il aura tout de suite accès à la valeur créée. Mais il faut voir que lui, il faudra aussi qu'il prenne en charge toute la commercialisation du produit, éventuellement son industrialisation. Donc, il faut qu'il développe, qu'il ait une force de vente pour le vendre. Il faut éventuellement qu'il développe une marque, qu'il entretienne sa marque. Donc, il va avoir des dépenses de communication, de marketing, éventuellement de distribution. Donc, chaque avantage a aussi un certain nombre de coûts. Donc, il ne faut pas voir que, à chaque fois, il faut tenir compte de la balance coût-avantage et puis prévoir des rémunérations compensatrices. Si celui qui va vendre le produit, finalement, va en tirer énormément de valeur, il faut que les autres négocient pour en avoir une partie, en termes de rémunération compensatrice. Sinon, ils vont se faire avoir dans l'histoire. Alors, il y a des antagonismes, souvent. Oui, alors, en fait, la réussite, avant de passer à ça, la réussite du projet, elle va dépendre de la bonne collaboration, de la bonne entente, de la bonne communication aussi. Il faut qu'il y ait une bonne communication. Il faut que les partenaires se comprennent, et voient bien les enjeux pour chacun, et essaient de faire du win-win, essaient de faire du gagnant-gagnant, au lieu d'essayer de gagner sur les autres, plus que les autres. Donc, c'est sûr que des partenaires qui ont l'habitude de travailler ensemble, des entreprises qui ont l'habitude de travailler ensemble depuis longtemps, ont généralement... elles ont de la confiance, déjà ça aide, et puis elles ont une pratique, elles savent comment fonctionnent les autres, quelles sont leurs procédures, là-dessus ils vont être lents parce que ça va prendre très longtemps avant qu'ils prennent une décision là-dessus. Enfin, elles savent comment l'autre entreprise fonctionne, donc ça va être plus facile. Donc l'histoire du travail en commun, c'est sûr que ça va faciliter les choses. Alors on peut repérer des difficultés, c'est que les modes de fonctionnement, les contraintes et les objectifs peuvent être différents entre type d'acteurs. C'est-à-dire que les startups, par exemple, en général, il faut souvent, surtout les startups en biotech, elles crament de l'argent. C'est-à-dire qu'elles sont en perte et puis elles creusent leurs fonds. Parfois, elles peuvent avoir des fonds propres négatifs. Certaines n'ont aucun chiffre d'affaires, donc elles n'ont que des dépenses. Donc, en fait, elles détruisent de l'argent sans dépenses. Donc, elles sont assez pressées, assez pressées d'arriver au stade où elles vont récupérer soit la mise en se faisant racheter, soit d'arriver à vendre un produit. Donc, en général, les startups, elles ont besoin d'avancer rapidement. Et les grands groupes, je vous ai dit, c'est des processus de décision qui sont en général compliqués, parce qu'un grand groupe, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de monde. Donc, forcément, pour prendre une décision, il faut communiquer avec des tas de personnes, il faut demander leur avis à plein de gens. Donc, il y a des tas de comités divers et variés qu'il faut consulter. Donc, c'est des prises de décision complexes et lentes. Et quand ils travaillent ensemble, ça peut être compliqué. De ce point de vue-là, le rapport au temps n'est pas le même. Les organismes publics aussi... Les entreprises privées sont en général plus pressées que les organismes publics parce que les entreprises privées, celle qui arrive le premier sur le marché avec un produit satisfaisant, elle va avoir un avantage, elle va marquer les clients, donc elle va valoriser sa marque, créer un lien avec les clients. Donc elles sont pressées. Les organismes publics, eux, peuvent être moins pressés. Les organismes publics, ils sont souvent dans une perspective de long terme, alors que les organismes privés sont trop souvent dans une perspective de rentabilité à court terme. Un grand groupe bien géré, il doit avoir des perspectives à long terme et construire sa stratégie à long terme. Mais c'est vrai que long terme, dans un environnement changeant comme aujourd'hui, c'est difficile, parce que déjà à 3 ans, on voit mal ce qui va se passer. C'est déjà très incertain. Mais enfin, il faut qu'ils essayent, et ce n'est pas toujours... Alors, les chercheurs publics sont maintenant quand même aussi rémunérés en fonction des brevets qui sont déposés et en fonction de leur collaboration avec les entreprises privées, ce qui n'était pas le cas avant. Mais enfin, souvent, quand même, ils souhaitent publier une partie des résultats. Et les entreprises privées, elles cherchent la confidentialité. Donc, l'entreprise privée, elle peut négocier, par exemple, d'avoir un droit de regard préalable à toute publication. Donc, ça, dans un partenariat public-privé, ça peut être quelque chose que l'entreprise privée peut obtenir. Les grands groupes, ils vont souvent chercher la pleine
propriété de l'innovation, qu'elle soit technologique ou de produit ou de procédé, parce que c'est plus facile à exploiter commercialement, c'est plus simple que si on doit demander l'avis pour faire quoi que ce soit, changer quelque chose sur la marque à des tas de copropriétaires. Mais bon, donc là, il peut y avoir des conflits entre les différentes entreprises elles-mêmes et puis avec éventuellement le public ou les start-up. Les organismes publics ont maintenant des politiques de valorisation des résultats de leurs chercheurs. Et donc, ils peuvent souhaiter avoir la propriété des résultats pour éventuellement les appliquer dans un autre secteur. Et là, ça peut entrer en conflit avec les intérêts des entreprises privées qui veulent être seuls propriétaires du résultat. Donc, il faut trouver des compromis. On peut se partager les domaines d'exploitation des brevets, les domaines d'exploitation des résultats en secteurs, en domaines géographiques, etc., pour trouver des compromis où tout le monde soit d'accord. Et puis aussi en rémunérant, quoi. C'est-à-dire que si quelqu'un s'en lésait, on peut le rémunérer davantage pour compenser l'exclusion d'une licence, la non-exclusivité d'une licence, par exemple, ce genre de choses. Voilà, donc c'était un peu pour vous sensibiliser à ça qui se développe de plus en plus, hein, et donc où il faut être attentif à la propriété industrielle. Ça devient de plus en plus important dans ce type de système. Il ne faut pas la négliger, hein, parce que c'est pas facile, hein, c'est pas très facile, c'est une difficulté de plus, hein, quand on coopère, mais ça peut enrichir énormément, évidemment, les processus d'innovation, hein. Ça permet d'aller plus vite, ça permet d'avoir plus de compétences, et c'est de plus en plus rare, enfin, que des innovations très, très fortes soient développées par un seul acteur, quel qu'il soit, quoi. C'est le plus souvent de la collaboration entre plusieurs acteurs qui ont des compétences complémentaires.